Les dimanches d'un bourgeois de Paris de Guy de Maupassant. Chapitre 1. Préparatifs de voyage. Monsieur Patissot, né à Paris, après avoir fait, comme beaucoup d'autres, de mauvaises études au collège Henri IV, était entré dans un ministère par la protection d'une de ses tantes qui tenait un débit de tabac où s'approvisionnait un chef de division. Il avança très lentement et serait peut-être mort commis de 4e classe sans le paterne hasard qui dirige parfois nos destinées. Il a aujourd'hui 52 ans et c'est à cet âge seulement qu'il commence à parcourir, en touriste, toute cette partie de la France qui s'étend entre les fortifications et la province. L'histoire de son avancement peut être utile à beaucoup d'employés, car le récit de ses promenades servira sans doute à beaucoup de Parisiens qui les prendront pour itinéraires de leur propre excursion et sauront, par son exemple, éviter certaines mésaventures qui lui sont advenues. Monsieur Patissot, en 1854, ne touchait encore que 1800 francs. Par un effet singulier de sa nature, il déplaisait à tous ses chefs, qui le laissaient languir dans l'attente éternelle et désespérée de l'augmentation, cet idéal de l'employé. Il travaillait pourtant, mais il ne savait pas le faire valoir. Et puis, il était trop fier, disait-il. Sa fierté consistait à ne jamais saluer ses supérieurs d'une façon vile et obséquieuse, comme le faisaient, à son avis, certains de ses collègues qu'il ne voulait pas nommer. Il ajoutait encore que sa franchise gênait bien des gens, car il s'élevait, comme tous les autres d'ailleurs, contre les passe-droits, les injustices, les tours de faveur donnés à des inconnus, étrangers à la bureaucratie. Mais sa voix indignée ne passait jamais la porte de la case où il besognait, selon son mot « je besogne », dans les deux sens, monsieur. Comme employé d'abord, comme Français ensuite, comme homme d'ordre enfin, il se ralliait, par principe, à tout gouvernement établi, étant fanatique du pouvoir, autre que celui des chefs. Chaque fois qu'il en trouvait l'occasion, il se postait sur le passage de l'empereur afin d'avoir l'honneur de se découvrir. Et il s'en allait tout orgueilleux d'avoir salué le chef de l'État. À force de contempler le souverain, il fit comme beaucoup. Il l'imita dans la coupe de sa barbe, l'arrangement de ses cheveux, la forme de sa redingote, sa démarche, son geste. Combien d'hommes, dans chaque pays, semblent des portraits du prince? Il avait peut-être une vague ressemblance avec Napoléon III, mais ses cheveux étaient noirs. Il les teignit. Alors la similitude fut absolue. Et, quand il rencontrait dans la rue un autre monsieur représentant aussi la figure impériale, il en était jaloux et le regardait dédaigneusement. Ce besoin d'imitation devient bientôt son idée fixe, et ayant entendu un huissier des Tuileries contrefaire la voix de l'empereur, il en prit à son tour les intonations et la lenteur calculée. Il devint ainsi tellement pareil à son modèle qu'on les aurait confondus, et des gens au ministère, de hauts fonctionnaires, murmuraient, trouvant la chose inconvenante, grossière même. On en parla au ministre, qui manda cet employé devant lui. Mais, à sa vue, il se mit à rire et répéta 2 ou 3 fois « Oh, c'est drôle, vraiment drôle !» On l'entendit, et le lendemain, le supérieur direct de Patissot proposa son subordonné pour un avancement de 300 francs qu'il obtint immédiatement. Depuis lors, il marcha d'une façon régulière, grâce à cette faculté simiesque d'imitation. Même une inquiétude vague, comme le pressentiment d'une haute fortune suspendue sur sa tête, gagnait ses chefs,
qui lui parlait avec déférence. Mais quand la République arriva, ce fut un désastre pour lui. Il se sentit noyé, fini, et, perdant la tête, cessa de se teindre, se rasa complètement et fit couper ses cheveux courts, obtenant ainsi un aspect paterne et doux fort peu compromettant. Alors, les chefs se vengèrent de la longue intimidation qu'il avait exercée sur eux et, devenant tous républicains par instinct de conservation, ils le persécutèrent dans ses gratifications et en travers son avancement. Lui aussi changea d'opinion. Mais la République, n'étant pas un personnage palpable et vivant à qui l'on peut ressembler, et les présidents se suivant avec rapidité, il se trouva plongé dans le plus cruel embarras, dans une détresse épouvantable, arrêté dans tous ses besoins d'imitation, après l'insuccès d'une tentative vers son idéal dernier, Monsieur Thiers. Mais il lui fallait une manifestation nouvelle de sa personnalité. Il chercha longtemps, puis, un matin, il se présenta au bureau avec un chapeau neuf qui portait comme cocarde, au côté droit, une très petite rosette tricolore. Ses collègues furent stupéfaits. On en rit toute la journée, et le lendemain encore, et la semaine, et le mois. Mais la gravité de son attitude à la fin les déconcerta, et les chefs, encore une fois, furent inquiets. Quel mystère cachait ce signe? Était-ce une simple affirmation de patriotisme? Ou le témoignage de son ralliement à la République? Ou peut-être la marque secrète de quelque affiliation puissante? Mais alors, pour la porter si obstinément, il fallait être bien assuré d'une protection occulte et formidable. Dans tous les cas, il était sage de se tenir sur ses gardes, d'autant plus que son imperturbable sang-froid devant toutes les plaisanteries augmentait encore les inquiétudes. On le ménagea de rechef, et son courage à la gribouille le sauva, car il fut enfin nommé commis principal le 1er janvier 1880. Toute sa vie avait été sédentaire. Resté garçon par amour du repos et de la tranquillité, il exécrait le mouvement et le bruit. Ses dimanches étaient généralement passés à lire des romans d'aventure et à régler avec soin des transparents qu'il offrait ensuite à ses collègues. Il n'avait pris, en son existence, que 3 congés de 8 jours chacun pour déménager. Mais quelquefois, aux grandes fêtes, il partait par un train de plaisir à destination de Dieppe ou du Havre, afin d'élever son âme au spectacle imposant de la mer. Il était plein de ce bon sens qui confine à la bêtise. Il vivait depuis longtemps tranquille, avec économie, tempérant par prudence, chaste d'ailleurs par tempérament, quand une inquiétude horrible l'envahit. Dans la rue, un soir, tout à coup, un étourdissement le prit qui lui fit craindre une attaque. S'étant transporté chez un médecin, il en obtint, moyennant 100 sous, cette ordonnance. Monsieur X, 52 ans, célibataire, employé. Nature sanguine, menace de congestion. Lotion d'eau froide, nourriture modérée, beaucoup d'exercice. Montelier, D.M.P. Patisseau fut atterré et pendant 1 mois, dans son bureau, il garda tout le jour, autour du front, sa serviette mouillée, roulée en manière de turban, tandis que des gouttes d'eau sans cesse tombaient sur ses expéditions qu'il lui fallait recommencer. Il relisait à tout instant l'ordonnance, avec l'espoir, sans doute, d'y saisir un sens inaperçu, de pénétrer la pensée secrète du médecin et de découvrir aussi quel exercice favorable pourrait bien le mettre à l'abri de l'apoplexie. Alors il consulta ses amis en leur exhibant le funeste papier. L'un d'eux lui conseilla la boxe.
Il s'enquit aussitôt d'un professeur et reçut, dès le premier jour, sur le nez, un coup de poing droit qui le détacha à jamais de ce divertissement salutaire. La canne le fit râler d'essoufflement, et il fut si bien courbaturé par l'escrime qu'il en demeura 2 nuits sans dormir. Alors il eut une illumination. C'était de visiter à pied, chaque dimanche, les environs de Paris et même certaines parties de la capitale qu'il ne connaissait pas. Son équipement pour ces voyages occupa son esprit pendant toute une semaine, et le dimanche, 30e jour de mai, il commença les préparatifs. Après avoir lu toutes les réclames les plus baroques, que de pauvres diables, borgnes ou boiteux, distribuent au coin des rues avec l'importunité, il se rendit dans les magasins avec la simple intention de voir, se réservant d'acheter plus tard. Il visita d'abord l'établissement d'un bottier soi-disant américain, demandant qu'on lui montrât de forts souliers pour voyage. On lui exhiba des espèces d'appareils blindés en cuivre comme des navires de guerre, hérissés de pointes comme une herse de fer, et qu'on lui affirma être confectionnés en cuir de bison des montagnes rocheuses. Il fut tellement enthousiasmé qu'il en aurait volontiers acheté 2 paires. Une seule lui suffisait cependant. Il s'en contenta, et il partit, la portant sous son bras, qui fut bientôt tout engourdi. Il se procura un pantalon de fatigue en velours à côtes, comme ceux des ouvriers charpentiers, puis des guêtres de toile à voile passées à l'huile et montant jusqu'aux genoux. Il lui fallut encore un sac de soldat pour ses provisions, une lunette marine afin de reconnaître les villages éloignés, pendus au flanc des coteaux. Enfin, une carte de l'état-major, qui lui permettrait de se diriger sans demander sa route aux paysans courbés au milieu des champs. Puis, pour supporter plus facilement la chaleur, il se résolut à acquérir un léger vêtement d'alpaga que la célèbre maison Ramino livrait en première qualité, suivant ses annonces, pour la modique somme de 6 francs 50 centimes. Il se rendit dans cet établissement, et un grand jeune homme distingué, avec une chevelure entretenue à la capoule, des ongles roses comme ceux des dames, et un sourire toujours aimable, lui fit voir le vêtement demandé. Il ne répondait pas à la magnificence de l'annonce. Alors Patisso, hésitant, interrogea. « Mais enfin, monsieur, est-ce d'un bon usage ?» L'autre détourna les yeux avec un embarras bien joué, comme un honnête homme qui ne veut pas tromper la confiance d'un client, et, baissant le ton d'un air hésitant, « Mon Dieu, monsieur, vous comprenez que pour 6 francs 50, on ne peut pas livrer un article pareil à celui-ci, par exemple. » Et il prit un veston sensiblement mieux que le premier. Après l'avoir examiné, Patisso s'informa du prix. 12 francs 50. C'était tentant. Mais, avant de se décider, il interrogea de nouveau le grand jeune homme qui le regardait fixement, en observateur. « Et c'est très bon cela. Vous le garantissez ?»« Oh, certainement, monsieur, c'est excellent et souple. Il ne faudrait pas, bien entendu, qu'il fût mouillé. Oh, pour être bon, c'est bon. Mais vous comprenez bien qu'il y a marchandise et marchandise. Pour le prix, c'est parfait. 12 francs 50. Songez donc, ce n'est rien. Il est bien certain qu'une jaquette de 25 francs vaudra mieux. Pour 25 francs, vous avez tout ce qu'il y a de supérieur. Aussi fort que le drap, plus durable même. Quand il a plu, un coup de fer la remet à neuf. Cela ne change jamais de couleur, ne rougit pas au soleil. C'est en même temps plus chaud et plus léger. Et il déployait sa marchandise, faisait miroiter l'étoffe, la froissait, la secouait, la tendait pour faire valoir l'excellence de la qualité. Il parlait interminablement, avec conviction, dissipant les hésitations par le geste et par la rhétorique. Patisso fut convaincu
il acheta. L'aimable vendeur ficela le paquet, parlant encore, et devant la caisse, près de la porte, il continuait à vanter avec emphase la valeur de l'acquisition. Quand elle fut payée, il se tut soudain, salua d'un « Au plaisir, monsieur », qu'accompagnait un sourire d'homme supérieur, et tenant l'éventail ouvert, il regardait partir son client, qui tâchait en vain de le saluer, ses 2 mains étant chargées de paquets. Monsieur Patisseau, rentré chez lui, étudia avec soin son premier itinéraire et voulut essayer ses souliers, dont les garnitures ferrées faisaient des sortes de patins. Il glissa sur le plancher, tomba et se promit de faire attention. Puis il étendit sur des chaises toutes ses emplettes, qu'il considéra longtemps, et il s'endormit avec cette pensée « C'est étrange que je n'ai pas songé plus tôt à faire des excursions à la campagne. »